Éric Coquerel nous a rejoint en plateau. Bonjour, Bonjour. Vous êtes député du 93 de la première circonscription et vous êtes également président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Ce matin, vous annoncez que la commission des finances, justement, va lancer une mission d'information sur la fiscalité des entreprises. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Plus exactement, je vais proposer, et c'est proposé, d'ailleurs ça a été fait il y a 2 jours, une mission d'information sur la fiscalité. Pourquoi? Alors d'abord parce que ce qu'on constate dans ce pays, c'est que toutes les PME, 197 000 PME, payent quasiment 25% d'impôts sur les sociétés, alors que les 300 plus grosses entreprises payent environ 17% d'impôts sur les sociétés. Il y a déjà un gap qui est assez étonnant. Et si on ajoute les entreprises du CAC 40, alors là, on a carrément des situations totalement anormales. Total, par exemple, 2019-2020 a payé 0 € d'impôts en France, alors que 25% de son activité est en France et que dans le même temps, l'an dernier, c'était 16 milliards de bénéfices. Cette année, on pense que ça va être le double, puisque rien qu'au premier semestre, c'est ce qu'a fait Total comme bénéfice, dont la moitié quasiment, enfin 40% était redistribué en dividendes. Donc il y a un problème. Voilà, moi je ne crois pas à l'idée que ces entreprises françaises feraient uniquement leurs bénéfices ailleurs et puis en France tout irait bien. Je pense que ça a plus à voir avec l'optimisation fiscale, avec les avantages que peuvent avoir des très grosses entreprises du CAC 40 qui en plus reçoivent beaucoup d'argent de l'État, parce que c'est souvent peu dit. Mais rien que l'an dernier, c'est 3,2 milliards d'exonération d'impôts pour les entreprises du CAC 40. Donc pour ça, je pense qu'il est normal qu'il y ait une mission d'information pour voir un peu la réalité des choses. Pierre, sur cette annonce d'Éric Coquerel, d'un point de vue économique, quelque chose qui est compréhensible aujourd'hui également quand on s'intéresse aux faits que vient de rappeler Éric Coquerel? Alors c'est très compliqué. Si vous prenez les résultats de Total, effectivement, vous avez un quart de l'activité de Total qui est en France, mais l'activité de Total en France, c'est du raffinage, de la distribution de carburant. Et le gros de ce qui rapporte de l'argent de façon conséquente à Total, résultat amputé, si je puis dire, par le fait qu'il est obligé de sacrifier une partie de ses investissements russes. Donc finalement, Total, sur les 6 premiers mois de l'année, a plutôt vu ses résultats qui se sont envolés, bien entendu, mais qui sont inférieurs à ceux de ses concurrents, du fait de ses investissements. On va d'accord ensemble. C'est pratique pour des entreprises de payer plus d'impôts dans des pays où la fiscalité est moins importante que dans le pays où la fiscalité est plus importante. Moi, j'en crois pas. Je vous le dis très clairement. Non, mais sur l'exploitation, c'est indéniable. Hein. Mais je pense qu'il faut aller voir, regarder clairement ce qui se passe. Parce que ce que les Français ne peuvent pas comprendre, c'est que les entreprises aujourd'hui qui battent les records en termes de dividendes, Total, Sanofi, parce qu'il y a d'autres entreprises comme ça qui payent quasiment pas d'impôts, ne payent quasiment pas d'impôts dans ce pays, alors que les PME, elles, payent quasiment 25% d'impôts. Il y a un problème, et moi je serais très curieux d'aller voir exactement le fond du problème. Il y a tout ce débat sur la taxation des super profits de certaines entreprises. On va d'ailleurs écouter à ce sujet Olivia Grégoire, qui était ce matin chez nos confrères de France 2. Il y a un projet de loi de finances qui arrive en septembre au Parlement, comme d'habitude. Si, à la fin du projet de loi de finances, on se rend compte que les entreprises n'ont pas pris leurs responsabilités à l'endroit des Français, on reverra cette question de la taxation sur les super-profits. Il n'y a pas de démagogie, il n'y a pas de dogmatisme, il y a du pragmatisme. On préfère tout simplement que l'argent aille directement et très vite dans la poche des Français, en tout cas qu'il y en ait moins de sorties, plutôt que de passer, et je viens de Bercy quand même, par des circuits de taxation qui prennent quand même toujours un peu de temps, parfois même qui deviennent des usines à gaz, pour rendre de l'argent aux Français l'année prochaine. C'est maintenant qu'il faut agir. Sur cette proposition justement de taxe sur les super-profits, on a beaucoup entendu la NUPES, la France Insoumise. Vous êtes satisfait? Ah non, pas du tout, non. Enfin, c'est le discours du gouvernement depuis 1 an et demi. Hein. On va demander des efforts et puis après, on regardera si les efforts ont été faits. Mais les efforts n'ont pas été faits. Total, je vous l'ai dit, rien qu'au premier semestre, c'est 17 milliards de bénéfices. Les 17 milliards de bénéfices de Total, ils ont un lien avec la hausse du carburant. Et ce que propose Total, parce que justement ils craignaient une taxation, donc tout d'un coup ils ont annoncé une mesure la semaine dernière, c'est une ristourne qui va lui coûter 500 millions d'euros. La taxation qui est à peu près équivalente à la taxation. Non, la taxation ça aurait fait 10 milliards d'euros. Donc taxation qu'on proposait à hauteur de 25%, c'était 10 milliards d'euros. 10% sur leurs 5 milliards, c'était 500 millions. Ah oui. C'est à peu près ce qu'ils mettent sur la table avec la ristourne des 20 centimes. À l'année, la mesure que nous proposions de 25% de taxation, alors il y a eu un autre amendement un peu moins fort que j'ai aussi défendu, un peu de repli, parce que certains de la majorité étaient d'accord à 15%, c'est plusieurs milliards d'euros que cela rapporte à l'année, je parle, à l'année. Donc ça n'a aucun rapport avec une... Et il y a aussi quelque chose de bizarre, c'est que dans ces histoires de baisser le carburant, l'État s'impose des règles.
par exemple, moins de TVA. Il demande aux entreprises de s'imposer des règles, plus de remboursement aux salariés. Les seuls à qui on ne demande pas de règles, mais du bon vouloir, c'est les entreprises comme Total qui bénéficient de la hausse du carburant. Donc moi, je pense que c'est pas entendable que dans un moment où on demande à chacun des efforts, les entreprises qui font énormément de bénéfices grâce à la hausse du prix du carburant ne cotisent pas. Alors Anne, l'un des arguments aussi d'Olivia Grégoire, elle disait c'est taxation, c'est un circuit très long, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a deux visions vraiment très opposées là qui s'affrontent. Oui, c'est un peu l'argument principal avancé par Bercy, c'est que mettre en place une telle taxation prendrait beaucoup de temps, 1 an, et que d'ici là, on aurait dépassé le pic de l'inflation, et que donc finalement, le temps qu'on mette en branle une telle taxation, finalement, il vaut mieux que Total propose d'elle-même. L'entreprise propose d'elle-même une ristourne sur les carburants, et que finalement, tout le monde y est gagnant, et plus rapidement. En tout cas, c'est l'argument. Voilà. Est-ce que pour vous, simplement sur les milliards, vous dites ça aurait rapporté des milliards. Est-ce que réellement... La taxation qu'on proposait, elle rapporte des milliards. Mais je reviens juste sur ce que vous dites. Alors déjà... Juste un point, ils payent déjà des impôts ailleurs, c'est-à-dire que vous les imposeriez 2 fois. D'accord. Je viens de vous expliquer tout à l'heure que Total paye 0 impôt en France. Non mais ils payent dans d'autres pays, donc ils ne peuvent pas payer sur leurs bénéfices. Là, on parle de notre pays. On parle de savoir comment on contribue à l'effort national. C'est de la double imposition. Dans un moment où il y a une hausse du carburant et que chacun devrait être appelé à contribuer. Donc si je regarde les actionnaires de Total, y compris les actionnaires français de Total, aujourd'hui ils sont pas malheureux. L'an dernier, c'était une redistribution de 7 milliards de dividendes. On pourrait permettre de penser qu'on peut peut-être leur prendre un peu d'argent pour faire en sorte que le prix du carburant baisse et qu'on participe à l'effort national. On a besoin de recettes. Enfin, on a un gouvernement qui nous dit on a besoin de recettes partout. Et d'un autre côté, il ne touche pas à tous ceux qui gagnent le plus d'argent et qui ont le plus profité de la crise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Avec Cocal, on va parler de la croissance, c'est aussi une activité importante aujourd'hui. Ça me permettra de répondre sur l'inflation. Bien sûr. Anne, d'abord, un premier point peut-être, on va parler d'inflation et de croissance. Ce sont des informations qu'on a vues ce matin, avec, on va dire, selon l'INSEE, une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. Alors oui, la bonne nouvelle, c'est que visiblement les prévisions de croissance sont un peu plus optimistes qu'attendues. On tablait sur une croissance de 0,25%. Finalement, c'est 0,5%. C'est plutôt une bonne nouvelle que vous saluez, j'imagine. D'autant plus qu'elle n'était pas du tout attendue. Dans une interview donnée hier soir, le président du Conseil aux finances publiques, je sais plus, c'est comité au Conseil des finances publiques, disait que les prévisions de croissance telles qu'elles étaient formulées par le gouvernement étaient trop optimistes. Finalement, non. Non, il parle de l'an prochain, Pierre Moscovici. D'accord ? Et il s'appuie sur Mais des ça choses... veut dire, en tout cas, qu'il y a l'amorce d'un meilleur horizon, peut-être, que ce qu'on attendait ? Malheureusement, non. Ouais. Malheureusement, non. Je pourrais le souhaiter, mais malheureusement, non. Là, ce qui vient de se passer, c'est très certainement un effet de rattrapage ou peut-être de consommation des déficits sur les 5 ans à venir, sur une croissance de 1,4% l'an prochain qui monterait jusqu'à 1,8% en 2027. Oui, manque de chance. Le FMI, au même moment, explique qu'on est plus près de l'année prochaine de la récession que d'une montée, et à peu près tous les organismes internationaux disent la même chose. D'ailleurs, c'est vrai aussi sur l'inflation. Abaisser leur prévision de croissance de 3,6 à 3,2. Donc, c'est ça la question qui est posée. Et le problème gênant, c'est que ce gouvernement nous explique que pour revenir à 3% de déficit, qui est son objectif, je ne partage pas cette priorité donnée, mais on y reviendra peut-être après, mais à 3% d'objectif en 2027, il compte sur la croissance. Alors si la croissance n'est pas au rendez-vous, comme manifestement cela risque de se passer, parce que les conditions internationales risquent peut-être plutôt de s'aggraver, notamment sur les questions d'énergie. Et si en plus de ça, vous faites ce que le gouvernement a prévu, et là je diffère de Pierre Moscovici, qui pense qu'il faut au contraire moins de dépenses publiques, c'est-à-dire de baisser la dépense publique comme le gouvernement le prévoit de manière importante. Moi, ma grande crainte, c'est que vous alimentiez en réalité un effet récessif, c'est-à-dire que vous baissez les dépenses publiques, et les dépenses publiques, il faut toujours se rappeler que c'est aussi des recettes. Vous baissez un des feux de l'économie au moment où, au contraire, il y aurait certainement besoin de ça. Mais Pierre Moscovici dit aussi, si la France est le seul pays, et le pays qui consent le moins d'efforts sur son déficit et sa dette, ça va finir par se voir. Est-ce que la dette, c'est pas le problème. Est-ce que la dette, on peut la laisser filer ? Est-ce qu'on peut la laisser filer aujourd'hui en se disant, tant pis, on dépasse les 3%? Non, mais oui, moi je pense que oui. Je pense que c'est pas la priorité. On peut laisser comme ça une dette rouler sur des années. C'est pas la priorité, mais je vais vous donner un exemple. D'accord ? Au moment de la crise des subprimes, où l'État s'est fortement endetté pour venir au secours des banques privées. D'accord ? Plus de 400 milliards à ce moment-là. Qu'est-ce qui a empêché la France de rentrer en récession en 2010, 2011, 2012 ? C'est pas le marché privé, les théatones, c'est les dépenses publiques qui ont
alimenter l'économie. Tout simplement, chacun peut le comprendre. Si vous continuez à passer des marchés, si les finances publiques qui ne sont pas subies, qui ne sont pas soumises pas les aléas du marché, continuent à passer des marchés au BTP et autres, bah vous alimentez quand même l'économie. Là, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque de rentrer dans une période de récession économique internationale. Et on nous dit, bah, la solution dans ces cas-là, c'est au contraire de baisser les dépenses publiques. Bah, écoutez, ça c'est une logique, moi je la comprends pas, et elle peut nous emmener dans le mur. Et il y a un deuxième problème derrière ça, et ça c'est la question de la priorité. C'est que moi je pense qu'il faut partir des besoins, notamment la question de la dette écologique, les besoins. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les incendies en Gironde. Il est fort probable que dans les 5 ans à venir, ce genre d'épisode, ou alors d'épisodes d'inondation, de crues, de tout ce qui est lié à la question climatique se répète. Donc on a besoin, au contraire, de mobiliser l'État, de mobiliser de l'argent pour réparer et anticiper les choses. Donc je pense que l'urgence, c'est plutôt de regarder nos besoins, et à partir de nos besoins, de voir ce qu'il en coûte. Donc ça interroge le partage des richesses, d'aller prendre l'argent là où il est, notamment dans les dividendes des grandes entreprises, et puis aussi de se dire que le 3% de déficit, c'est pas forcément la réponse prioritaire. Quoi qu'il en coûte écologique.